Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre consacré au deuxième Tactica Maok, où on va parler magie principalement, et Panda. On va commencer tout de suite avec un personnage que j'apprécie, parce qu'il est dans les tronches de vie, et parce que je le trouve plutôt marrant. Nabeshima, le sorcier ésotériste. Nabeshima, 60 pièces d'or. Nabeshima, laissez-le dans l'armoire, il ne sert à rien. On passe à Daoti. Daoti, 70 pièces d'or, constitue 3 dextérité 5, force 3, mental 6, 5 de mouvement, 9 PA, 22 PV, le maillet qui fait 4 dégâts en cas d'échec critique en défense. La victime est assommée, ça c'est assez intéressant. Compréhension d'un mécanisme égale pas d'échec critique, feinte et se désengage pour 1 PA de moins. Daoti est un excellent magicien qui est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est également un des rares alchimistes. Il y en a de plus en plus, mais quand il est sorti, je crois que c'était le deuxième alchimiste. Et du coup, on avait ouvert notre perception à l'alchimie, et c'était bien. L'alchimie, le sort primordial, c'est trempe de l'acier, et c'est important de s'en souvenir, parce que les Maok ont pas mal de soucis avec les armures. Ils ont très peu de perce-armure, ils ont de l'artillerie, mais c'est pas forcément ce qui est le plus joué. Et du coup, trempe de l'acier est un petit sort extrêmement utile. Il coûte 5 pièces d'or si vous ne le possédez pas. Enfin, si vous ne possédez pas l'alchimie, il est gratuit pour les alchimistes. Et la difficulté est de 15, donc c'est un sort relativement facile à lancer pour Daoti. En plus de ça, il y a le sort réservé au Maok, qui est refus de l'échec, qui fait que le Maok ciblé ne subira pas d'échec critique pendant un tour. Ça, c'est très très bien. Les résultats de 1 sont comptés comme des 1. Voilà, il y a juste 2 qui est un échec critique en tir, mais ça c'est un peu particulier. Mais néanmoins, c'est un sort qui peut être très utile pour certaines figurines, puisque en attaque, parfois, malheureusement, on fait des 1 et du coup c'est un échec. Alors beaucoup de figurines Maok ont la capacité de relancer les échecs critiques une fois, ou alors comme par exemple Nippo Niwo, les 1 ne sont pas des échecs critiques. Donc vous avez des possibilités comme ça, c'est pas forcément le sort le plus utile, mais c'est en attaque, tandis que là le sort c'est un sort qui fera aucun échec critique du tout, que ce soit pour un objectif, que ce soit pour j'en sais rien, pour un jet de réception ou tout ce que vous voulez, vous ne faites jamais d'échec critique. Ça veut pas dire que vous réussissez automatiquement le jet, mais en tout cas ça vous enlève déjà ce poids du 1 qui est un échec. Donc ça peut être un sort intéressant. En plus en alchimie, il y a des sorts de boost, des sorts de célérité pour aller plus vite, il y a des sorts qui feront plus de dégâts, ou alors on aura moyen d'encaisser mieux. Il y a vraiment plein de petits sorts utiles, et Daoti est un petit magicien, est un magicien assez peu cher finalement, avec un très bon mental, ce qui lui permettra de lancer des sorts assez facilement. Même les sorts, disons, difficiles, difficulté 17, il y en a plusieurs qui ont une difficulté 17. Il va quand même les lancer sur un 5+, ce qui est pas mal du tout. C'est un petit magicien qui est vraiment bien, qui est vraiment très très pratique dans le jeu, et qui peut, lorsque vous faites une compo Maok, justement venir avec un Yuan-Shi ou Eibao, venir compléter et donner les boosts nécessaires à ce que vos figurines soient vraiment fortes. Son maillet est intéressant parce que déjà ça fait 4 dégâts, c'est pas rien. Ok, il a pas une force forcément folichonne, mais c'est vraiment intéressant. Et surtout en cas d'échec critique en défense, la victime est assommée, et ça je trouve bien. Pour une fois, c'est pas une réussite critique pour nous, mais c'est l'échec critique de l'adversaire, et je trouve que c'est intéressant, ça change, ça donne autre chose. Compréhension d'un mécanisme et pas d'échec critique, je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant, mais on a assez peu de scénarios avec la compréhension d'un mécanisme, mais je trouve que ça lui colle bien finalement à son background, enfin l'ingénieur un peu fou là. Feinte et se désengage pour 1 PA de moins. La feinte et le désengagement sont des choses qui sont très utiles, ça coûte quand même des PA, et du coup comme il paye moins cher, c'est plutôt bien, ça permettra de lui sauver les miches si jamais il a un souci, et ça lui permettra de foutre le camp, parce qu'il est pas très tanky, hein, on va pas se mentir, 3 de constit et 22 points de vie sans armure, voilà, c'est pas top. Au niveau des équipements qu'on mettrait à Daoti, je pense que investir dans une petite armure pourrait être intéressant. Enfin, une petite ou une grosse, hein, comme vous voulez. À savoir quand même que si vous lui mettez une grosse armure, peut-être le sceau du forgeron, ne pas oublier.
Je pense que ça peut lui augmenter sa durée de vie. Mais ça, c'est uniquement si vous prenez Daoti tout seul. On va parler de Bunraku après, mais j'ai encore 2-3 trucs à dire. Sinon, que dire de plus? Il a un moral qui est relativement bon. Mais comme d'habitude, une racine de mandragore, si vous voulez éviter qu'au moment fatidique, il se plante. Vous avez aussi possibilité de lui mettre des potions, mais c'est même pas forcément utile. La potion d'éther reste toujours utilisable, puisque comme c'est un magicien, il aura pas forcément... comment dire ça, il pourra s'extirper d'un corps à corps et ensuite partir chercher du soutien ou une cachette avec une potion d'éther. Bref, il y a moyen de faire 2-3 trucs avec les équipements, mais rien de fondamentalement capital. Ça aurait été intéressant de l'avoir avec une espèce d'arme de tir japonaise expérimentale. Ça aurait pu être cool, mais son coût aurait été augmenté en conséquence. Je pense qu'une arme de tir pourrait être intéressante sans pour autant être réellement capitale, puisque comme il n'a pas d'arme de tir de base, il va recharger pour beaucoup plus cher en PA. Et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Je pense qu'il pourrait être bien avec Daoti aussi, c'est comme il a une dextérité de 5, vous pourriez en faire un excellent servant de canon. C'est pas quelque chose à négliger, ça pourrait très bien remplacer un Tieyang, pour au final pas beaucoup plus cher, et qui se défend quand même pas mal non plus. Donc Daoti pourrait être un très bon servant de canon. Même à avoir Daoti dans une équipe en tant que servant de canon et Tieyang à côté en tant que tout seul en fait, enfin sans servant, ça pourrait être intéressant parce que du coup vous auriez les bonus que Daoti peut apporter en magie et les bonus que Tieyang peut apporter avec ses capacités intrinsèques. Une combinaison intéressante à prendre en compte si on veut faire une compo un petit peu spéciale, peut-être avec 1 ou 2 canons, enfin bref, il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. C'est un personnage que j'aime énormément, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et surtout, je lui reproche une chose en fait, à Daoti réellement, c'est d'avoir rendu Nabeshima complètement useless. Je vous ai peut-être un peu traumatisé avec le fait de dire que Nabeshima était pourri et de passer directement à Daoti, mais je pense que c'était important que vous compreniez. Maintenant, je vais passer à Nabeshima pour de vrai, ne vous en faites pas. Donc, Nabeshima, 60 pièces d'or, ésotériste, consti 2, dextérité 5, force 1, mental 6, 5 de mouvement, 8 PA, 16 PV, coup de griffe, 1 PA, 1 des 5 moins 1 dégâts, maximum 5 attaques par tour, et sur ses gardes, les esquives et les contres ne coûtent qu'un PA. Donc déjà, quand on en arrive là, on se dit que pour 10 pièces d'or de plus, Daoti prend quand même énormément, hein, on va pas se mentir. Il y a pas photo, voilà. Et qu'on ne vienne pas m'emmerder à me dire « Ouais, mais les sorts d'ésotérisme, ils sont pas les mêmes que les sorts de... » Non. Alors oui, les sorts primordiaux d'ésotérisme ne sont pas les mêmes. Et effectivement, le sortilège aura de terreur est plutôt sympa, on va pas se mentir. Celui qui fait que les ennemis à portée ont un malus de +1 à leur test de morale, c'est clairement intéressant. De même que la portée étant de 5 brasses, l'ennemi c'est qu'il faut qu'il soit assez proche des adversaires, et Nabeshima il tient que dalle. Consti 2, force 1, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des concepteurs, hein. Je vais pas jeter de cailloux, là ce serait plus carrément des parpaings, là c'est plus des cailloux qu'on jette. Le vol d'énergie, qui est le deuxième sort primordial d'ésotérisme, est complètement useless avec Nabeshima. Il faut qu'il cible un adversaire au contact socle à socle, et à chaque fois que cet adversaire va subir des dégâts, il récupérera un PV. Nabeshima, récupérera un PV. Ça ne servira à rien. Franchement, je vois pas dans quelle configuration, à part exceptionnelle, ça peut servir. Nabeshima est livré avec un sort très cool qui est réservé à lui-même, donc 9 vies, ça coûte 0 PA, portée lui-même, durée un tour. Cadence une fois par mise hors de combat. Au moment où Nabeshima devrait être mis hors de combat et retiré du jeu, il lance ce sort. S'il est réussi, il reste en jeu avec 9 points de vie. Réussite critique, il regagne toute sa vie. Et échec critique, il reste en jeu avec un seul PV. C'est un sort qui coûte 15 pièces d'or. C'est un sort qui a une difficulté de 20. Et c'est un sort qui est tellement cher et qui est tellement difficile à lancer, sauf si vous gardez 3 PA pour avoir un dé supplémentaire,
que c'est un sort que je ne prends personnellement jamais avec Nabeshima. Je le prends tellement jamais parce que, alors évidemment, si vous avez du bol sur tous vos jets de dés, vous faites du 8 et plus sur les dés à chaque fois que vous lancez le sort, il est increvable, on est d'accord. Mais en attendant, il est increvable, mais il sert à rien. La force de 1 l'empêche de réaliser une quantité d'objectifs astronomiques, ne serait-ce que déplacer des trucs. Dans le combat de taverne, il est même pas foutu de lancer un tabouret. C'est dire. Le mental de 6 et avec dextérité de 5 sont très bien pour des objectifs. Le problème, c'est que chez les Maok, ils ont tous de bonnes caractéristiques en dextérité, et la moitié d'entre eux ont de bonnes caractéristiques en mental. Du coup, Nabeshima n'est plus utile à ce niveau-là. Et ça me fait mal au cœur, hein. J'ai vraiment une douleur physique, et ce n'est pas un arrêt cardiaque, rassurez-vous, enfin j'espère. Mais ça me fait mal au cœur pour cette figurine, parce qu'elle a clairement un potentiel hyper cool, et elle a la tête de l'emploi, il est moche. Enfin, pas la sculpture, hein, la figurine en soi, la tronche de Nabeshima. On sent le vicelard derrière, on sent le mec qui est pas clean. Et c'est vraiment cool. C'est une figurine que j'aime beaucoup. Mais avec la sortie de Daoti, c'est une figurine, déjà on le voyait pas. C'est une figurine qu'on verra jamais. C'est une figurine, je pense qu'il y a que moi qui la sort de temps en temps. Alors du coup voilà, je suis un petit peu deg, on va dire ça comme ça. Il y a quand même des utilités à Nabeshima. Enfin, j'aimerais lui en trouver, je me force à lui trouver des utilités avec Nabeshima. Nabeshima est un bon magicien à condition de lui mettre un parchemin ou un grimoire. Nabeshima avec un grimoire coûtera pas beaucoup plus cher, enfin coûtera toujours moins cher qu'un Daoti. Et vous pouvez lui mettre des sorts comme des sorts du domaine de la bonne fortune, comme relance, coup de pouce, ce genre de trucs, vent porteur, etc. Vous pouvez lui mettre des sorts de bonne fortune qui vont aider vos Maok également. Et du coup, là, il devient utile. Mais un Daoti peut aussi se payer un grimoire et là aussi, il devient utile. Surtout qu'avant, Nabeshima, il avait l'avantage d'avoir 6 de mental. Oui, 6 de mental. Ce qui en faisait un des grands magiciens du jeu. Mais là, comme la prolifération des magiciens avec 6 de mental augmente, on pense notamment, je prends Daoti, il a 6 de mental, Yip-Kai, il a 6 de mental, qui est-ce qu'il y a encore, si on prend les autres magiciens avec 6 de mental, on parle même pas d'Asiatis qui a 7 de mental, c'est les Ichtiens, Scorpion a 6, je crois aussi. Enfin bref, il y a beaucoup plus de personnages qui ont 6 de mental et du coup, il a perdu de sa superbe au fil du temps. Et ça a été compliqué. Donc, mettez-lui un grimoire ou un parchemin. Achetez-lui des sorts qui sont d'autres domaines, d'autres arcanes. Et là, vous pourrez en faire quelque chose qui, à mon avis, est vaguement potable. Mais ça reste quand même un personnage qui va être sorti pour le fun. Avec les magiciens qui sont sortis actuellement, il va clairement rester sur l'étagère. Son coup de griffe, on n'en parle même pas, je veux dire. 1 PA pour donner un coup de griffe, vous faites 1 D5 moins 1. Avec 1 D5 moins 1, c'est pas un minimum. Hein. C'est pas un dégât, c'est 0. Donc moi, ça m'est arrivé de donner des coups de griffe et de faire 0 dégâts. Voilà. Les esquives et les comptes ne coûtent qu'un seul PA. Encore heureux, si j'ose dire. Puisque avec la constite de 2 et la force de 1, il se prend un coup, il s'envole, c'est 16 points de vie, c'est ridicule. Voilà, je suis désolé de dire que Nabeshima est sans doute le plus gros craquage négatif du jeu. Quand on voit tous les craquages positifs que les Kintors se payent et qu'on a Nabeshima en face, moi voilà, j'ai mal à mon petit cœur. Une petite pensée pour Nabeshima qui malheureusement restera à tout jamais sur une étagère à prendre la poussière. Voilà, des bisous Nabeshima. On va passer à Bunraku parce que j'ai fait Daoti, mais du coup maintenant on va faire sa machine. Bunraku Colosse, 180 pièces d'or, mais c'est 180 fausses pièces d'or entre guillemets. Constitué de dextérité 3, force 7, mental 0, agressivité 2, 5 de mouvement, 9 PA, 36 PV, armure -2, 5, -3, 6 points de vie sur l'armure. Le Dao géant, 1 des 5 plus 1 dégâts. Si la botte passe, la cible est ceinturée et Daoti lui assène un des 5 coups de maillet depuis sa cabine de pilotage. Créature inanimée. Ne peut être recrutée qu'avec Daoti. Spécial immunisé à tous les jets de morale, au poison et au saignement. Et bannière Maok. Les Maok à moins de 5 brasses de Bunraku réussissent automatiquement leur test de morale. Alors, Bunraku, en fait, son réel coup,
Au final, c'est 250 pièces d'or, puisqu'il faut Daoti à l'intérieur. D'ailleurs, il y a la petite règle, Bunraku et Daoti. Le Bunraku créé par Daoti ne répond qu'à lui, vous devez recruter les deux profils dans votre bande pour les jouer. Même si les PA des deux comptent pour l'initiative, seul Bunraku est joué jusqu'à ce qu'il soit mis hors de combat. À ce moment-là, remplacez sa figurine par celle de Daoti et activez ce dernier normalement en utilisant sa propre carte de profil. Daoti utilise les PA de Bunraku pour lancer des sorts quand il est dedans, il lui coûte un PA de plus par sort. Bunraku ne peut pas être soigné mais peut être réparé par un charpentier. Alors... Bunraku. Bunraku, c'est une pièce. Hein. Bunraku, c'est 250 pièces d'or, on a dit. Constituite, force 7, une bonne dextérité pour un colosse de cette taille-là. 2 d'agressivité. Son moral en soi, on s'en fout. 9 PA, une bonne armure, de bons PV. C'est un personnage qui est solide, Bunraku. C'est vraiment un personnage qui tient sur ses guibolles. Il est grand déjà en figurine, donc il est impressionnant, il est imposant. Le Dao géant qui fait 1d5 plus 5, ça calme à peu près tout le monde assez rapidement, puisque déjà ça coûte 2 PA pour taper. Et du coup, quand on se prend 4 attaques de 1d5 plus 5, voilà. La botte est hyper intéressante, puisque Daoti assène 1d5 coups de maillet. Et on sait que le maillet c'est 4 dégâts, donc vous pouvez faire entre 4 et 20 dégâts. Comme la créature est ceinturée en face, il peut pas défendre. Donc voilà, c'est gratos. Et du coup, on va pas se plaindre, hein. Un ceinturage qui fait 20 dégâts, voilà, c'est pas mal. Il est immunisé à tous les jets de morale, au poison et au saignement, c'est logique, c'est une machine. Il est pas immunisé par contre au choc électrique, donc attention. Mais ça le rend quand même immunisé à une des grosses faiblesses des colosses, c'est-à-dire le poison. Donc ça, c'est pas mal du tout. Les bannières Maok, toujours très bien, surtout que avec son socle de 2 brasses, il a une portée vraiment colossale. Il fait quasiment toute la table. S'il est au centre de la table, il faut vraiment que vous soyez dans un coin pour ne pas être touché par la zone d'effet des bannières. Et du coup, c'est vraiment très balèze pour des Maok. Surtout si vous avez un peu de problème avec certaines figurines qui ont un mental assez bas. Bunraku est un bon investissement, mais c'est un investissement qui est cher. C'est un investissement qui est tellement cher que je me dis que parfois à 500 pièces d'or, c'est parfois un peu limite. Parce qu'il vaut quand même vraiment son pesant de cacahuètes. Chose hyper importante, quand Bunraku meurt, vous pouvez jouer Daoti immédiatement. Ça, c'est balèze. Parce que du coup, vous pouvez stratégiquement vous dire, tiens, il reste pas beaucoup de PV à Bunraku. Il va se faire tuer, tant mieux, je vais jouer Daoti directement après avec des sortilèges. Daoti aura tous ses PA, tous ses PV, il aura tout ce qu'il faut pour jouer. Et du coup, vous pouvez également gagner aussi des... vous n'allez pas perdre une figurine au moment de la mort de Bunraku, puisque Daoti va apparaître. Et du coup, ça ne va pas forcément changer l'ordre du tour. Donc, il y a plein de petites subtilités qu'on peut avoir justement dans cette passation de pouvoir au niveau de Bunraku et de Daoti, qui est assez intéressante au niveau stratégique et qui peut, si l'adversaire n'a pas anticipé, le surprendre ou lui poser problème. L'adversaire qui met tous ses coups dans Bunraku histoire de vraiment le buter, il a plus de PA pour défendre et derrière Daoti sort, tada, coup de maillotche et puis ça picote quoi. Et puis ça picote vraiment. Et du coup, durant le tour où Daoti sort, Bunraku a ses 9 PA, Bunraku meurt, Daoti sort, il a ses 9 PA. Donc vous gagnez 9 PA entre guillemets sur l'activation. C'est vraiment bien. C'est une petite chose à savoir et des petites choses à prendre en compte. Il a une force suffisante, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Une bonne constitution, on l'a dit, hein, il est tanky, il est capable d'encaisser pas mal de trucs. Faites quand même attention parce qu'on se dit ouais il est vraiment endurant, donc voilà. Mais en attendant, le perce armure va lui faire sauter assez rapidement son armure et sa constitution ne va pas l'immuniser à des attaques de colosse en face. Attention. Attention. Le fait que Daoti puisse lancer des sorts à l'intérieur de Bunraku est très intéressant. Même si ça coûte un PA de plus, ça lui offre quand même une grosse armure et du coup il peut avoir des bonus. Il peut lancer des bonus sur d'autres figurines ou même sur lui-même certaines fois. Donc ça peut vraiment être bien. C'est une figurine qui est... Moi, je la trouve déjà belle parce qu'elle est marrante au niveau de sa tronche. Enfin, le Bunraku, justement, la marionnette,
manipulée de l'intérieur, je la trouve bien. En plus, on voit la tête de Daoti dans la figurine, dans la petite cage centrale, donc c'est une figurine qui est vraiment cool. Les poses peuvent être variées. Bref, je suis assez fan de Bunraku et Daoti. Son gros problème, bah, c'est son coût, je pense. 250 pièces d'or, sans les sorts de Daoti éventuellement, on est d'accord que c'est un investissement qui est quand même colossal. On est d'accord que c'est cher aussi parce que les Mahawks derrière sont chers. Si on avait plein de Mahawks à 50 pièces d'or, on se dirait bon bah voilà, ça va, on peut y aller. Mais n'étant pas le cas, c'est parfois un petit peu embêtant et c'est parfois un petit peu problématique. On sait pas trop quoi jouer avec ce personnage-là. On aimerait peut-être jouer justement un canon, mais après on a encore des PA en moins et du coup on va jouer en dernier, ce qui n'est pas forcément toujours évident. C'est à voir avec vos listes. Moi j'aime bien jouer Bunraku. Je l'ai joué avec une liste Bunraku, Nabeshima, Francis, journalier 1. Qu'est-ce que j'avais? J'avais Taeyang et un canon, justement. Liste à 500 points. Liste intéressante à jouer, mais j'avais justement un journalier pour compenser un petit peu. Et j'avais Nabeshima pour compenser le coût exorbitant de ce personnage-là. Daoti n'avait pas de sort dans ma compo. Après, on peut compenser, évidemment, bah, vous avez les journaliers, vous avez les mercenaires de façon générale, vous avez des pingouins, vous avez le journalier 1, vous avez Mae, par exemple, aussi, qui peut être utile dans une compo. Même Mahawk, où il y a déjà beaucoup de dextérité. Du coup, vous pouvez avoir moyen de compenser ce manque de figurines, enfin, comment on appelle ça? Ah, j'ai un blanc dans mes mots. Bon, bref. L'infériorité numérique, voilà. Et du coup, à bien réfléchir comment vous le jouez. Je pense que beaucoup de joueurs Mahawk se sont demandé comment le sortir, de quelle façon. Parce qu'au final, c'était notre colosse à nous, alors on était super contents. Mais voilà, je serais curieux de voir la liste que vous proposez à Bunraku, que ce soit en 400, 500, éventuellement 600, parce qu'on va y arriver. 400 points, je pense pas que vous sortez quelque chose qui tient vraiment la route, je dois bien admettre. Mais voilà, donc si vous avez des idées de liste, n'hésitez pas à les partager. Moi, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que vous jouez en Mahawk, et surtout avec Bunraku. On passe enfin au panda. Je pense qu'il y en a plein qui attendaient ça. Et on commence avec Yip-Kai, le grand maître immortel du temple. Yip-Kai, 115 pièces d'or, élémental liste, constitue 3 dextérité 5, force 3, mental 6, 5 de mouvement, 9 PA, 24 points de vie, la canne du dragon, 3 dégâts, permet de lancer chaque Kami facétieux une fois par tour. Sa botte utilise celle de son adversaire. Wing Chun, oui, voilà, utilise Dex x2 pour toutes ses attaques, esquive pour un PA de moins et contre gratuitement. Il est moine guerrier et il maîtrise l'élémentalisme. Yip-Kai, c'est un panda roux qui est extrêmement polyvalent, surtout parce que il est livré avec les Kami facétieux, justement. Kami facétieux qui est un sort, difficulté 16, ça coûte 10 pièces d'or. 2 PA réservé aux moine guerrier Mahawk. La portée, c'est en fonction du Kami. La durée immédiate, cadence une fois par tour. En cas d'échec critique, c'est le lanceur qui subit les effets. Et donc, du coup, excusez-moi, on choisit un Kami avant de lancer le sort. Vous avez le Kami du feu qui inflige 4 dégâts de feu à la cible. Le Kami de l'air qui repousse tous les briscards à moins de 2 brasses à l'opposé du lanceur d'un des 5 brasses. Il n'y a pas de collision avec ça. Le Kami de la terre qui cible un adversaire à 5 brasses ou moins et l'adversaire se retrouve au sol. Et le Kami de l'eau glace, ça fait 2 dégâts et les gelures, c'est moins 2 en dextérité et en mouvement. À la prochaine activation, il ne peut pas être interrompu. Portée 5 brasses. Le ne peut pas être interrompu, c'est... Il n'y a rien qui fait qu'on enlève l'effet. Je pense pas que ce soit qu'on puisse pas lui mettre un coup de tête ou autre pour empêcher de lancer le sort. Mais du coup, c'est un sort qui est hyper intéressant, autant au niveau polyvalence que au niveau coût, puisque au final, avec Yip-Kai, il peut lancer chaque Kami une fois par tour. Il le lance assez aisément, puisque la difficulté c'est 16, et qu'il démarre à 12 de magie. Il coûte que 10 pièces d'or, on va dire ça comme ça. Yip-Kai est assez intéressant avec ce sortilège-là. Je trouve qu'il est moins intéressant pour les autres moines guerriers, puisque les autres moines guerriers n'ont pas autant de mental.
Et du coup, c'est un peu plus difficile de lancer le sort. Est-ce que je le lance 2 fois? Est-ce que je le lance qu'une fois? Ouais, enfin, est-ce que je le lance avec un dé en plus, pardon, ou est-ce que je le lance sans dé en plus? De plus, la plupart des élémentalistes possèdent les sorts primaires d'élémentalistes, c'est-à-dire la flamme élémentaire et le sort mineur d'air, qui fait que c'est pas forcément redondant, mais on peut y trouver des effets redondants, notamment avec le sort de feu. Le sort mineur d'air permet de diminuer le mouvement de l'adversaire. Voilà, c'est un sort qui est très bien avec Ipkai, c'est un sort que je n'utiliserai pas personnellement avec d'autres pandas. Donc, du coup, à garder sous la main pour si vous jouez Ipkai. Mais du coup, ça lui donne une grande polyvalence au niveau de sa magie. Il a 9 PA, ce qui lui permet de lancer assez aisément tous les Kami par tour. Le Kami de glace, je m'étais dit au début que Kami de glace, ouais, -2 en dextérité et en mouvement, c'est pas forcément le plus folichon. Et après l'avoir testé, notamment sur Bonnie, qui se désengage à Dex x2 par exemple, bah c'est vraiment vraiment très utile. Ça permet également de limiter votre adversaire dans ses mouvements. Vous lancez ça sur Igoré ou sur un Birgus, bah ils font plus rien quoi, enfin ils avancent plus. Donc c'est vraiment vraiment très très important de bien cibler quel Kami va aller sur qui. Le Kami de feu est toujours utile, mais 4 dégâts qui n'ignorent pas l'armure, ou alors la petite flamme élémentaire qui fait 3 dégâts en ignorant l'armure. Voilà, il faudra aussi choisir sur qui vous voulez lancer. Évidemment, vous pouvez vous dire, bah, je lance un Kami de feu et 2 flammes élémentaires. Si vous décidez d'en faire une tourelle à blast, ça va faire 10 dégâts au total. C'est pas non plus folichon pour claquer 6 PA. Donc, vous pouvez faire des combos très intéressantes avec Ipkai. La bot de Ipkai est, à mon avis, une des meilleures bots du jeu, tout simplement. Évidemment, une fois de plus, ça va être assez circonstanciel, c'est-à-dire que si vous avez un adversaire qui n'a pas de bot, bah, c'est râpé. Si vous avez, par exemple, Birgus géant qui a une bot pour détruire un objet, bah, du coup, ça va pas fonctionner sur le Birgus géant, puisque il n'a pas d'objet à détruire, puis ça ne touche pas les armes et les armures naturelles. Par contre, vous lui ferez quand même les dégâts. Même si les dégâts seront moindres, je crois que c'est... Je sais plus combien c'est les dégâts de la botte du Birgus géant, mais voilà. Par contre, si vous tombez sur un Gustave, vous tombez sur un Pablo Cortés, vous tombez sur je sais pas qui, bah du coup ça peut... Ah, le milicien à l'épée aussi, par exemple, chez les Kintor. Ça peut clairement être vraiment casse-burne. Puisque sa force va se retourner contre lui, et ça va être plutôt excellent de voir la tête de l'adversaire avoir un Gustave prostré alors qu'on a utilisé sa botte sur lui. Non, ça peut vraiment vraiment être très très cool. C'est clair que ça va pas être utilisé tout le temps, mais en même temps c'est une botte, c'est pas non plus... j'aurais tendance à dire c'est une technique spéciale, c'est pas non plus quelque chose que tu vas utiliser couramment. Mais là, la botte, j'aime énormément ce qu'elle fait. Ça permet d'avoir justement un contre-bourrin, entre guillemets. C'est que vous avez un mec qui a une botte hyper forte en face, ou que vous redoutez, vous envoyez Ipkai qui l'utilise contre lui. Ça peut être vraiment vraiment très bien. Je vais revenir un instant sur la canne du dragon, parce qu'on va parler aussi des contres gratuits. La canne du dragon, 3 dégâts, c'est pas folichon, mais c'est toujours ça de prix. Il tape à Dex x2 pour ses attaques, donc il tape à 10, c'est un très bon début. Il fera pas énormément de dégâts, mais en attendant, il va quand même bien taper. Il esquive pour un PA de moins. Ça, c'est toujours bon à prendre pour un personnage qui n'est pas forcément très endurant. Et il compte gratuitement, ça c'est aussi toujours quelque chose de très bon. Évidemment, le contre gratos, on se dit « Waouh, c'est trop balèze !» Et effectivement, c'est puissant dans l'absolu. Mais il démarre quand même à 8. Ce qui n'est pas non plus folichon. On va bien s'avouer qu'un personnage qui démarre à 8 sur des figurines, disons, moyennes, ça va parce qu'ils auront 4 de force. Sur des plus gros personnages,
ça va quand même être difficile. Donc Yip-Kai, attention, il est fragile. Il est clairement pas axé corps à corps aveugle, si on peut dire ça comme ça. Il va vraiment falloir réfléchir à comment vous allez l'utiliser pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire du mieux possible. Et c'est pas vraiment lui qui va aller infliger des dégâts aux adversaires au corps à corps. Il se désengage pas plus facilement non plus. Donc attention quand vous allez tenter un désengagement parce que vous êtes pris contre un personnage plus fort que vous. Ça va quand même pas forcément être facile. Donc il va falloir le jouer avec un petit peu d'intelligence et de recul et pas l'utiliser comme un simple tasson parce qu'il n'est pas un simple tasson. Yip-Kai, c'est un magicien plus qu'un tasson qui a de bonnes capacités au corps à corps, s'entend, hein. Un bon mouvement pour aller apporter justement les petits bonus de sort où il faut, avec les Kami facétieux qui ont une portée souvent de 5 brasses. Le Kami de l'air qui va vous permettre de faire de la place, si vous avez besoin de place pour un objectif, si vous avez besoin de place pour faire passer une autre figurine, enfin bref, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec le Kami de l'air. Et ça peut lui permettre aussi, du coup, de se désengager un peu gratos, sans utiliser de jet de désengagement. Mais attention, ça repousse tous les briscards, donc ça repousse aussi ses alliés à utiliser avec intelligence. Yip-Kai est un personnage que j'aime beaucoup, j'aime bien la figurine, j'aime bien le rendu du maître du temple. Et c'est une figurine qui demande un petit peu de pratique pour arriver à la jouer comme il faut. Mais c'est une figurine qui a un potentiel extrêmement fort. Et une fois de plus, Maok égale synergie, donc du coup c'est une figurine qui va profiter des bonus qu'on peut lui donner, mais également qui va en donner aux autres. Donc n'hésitez pas à regarder les petits sorts qui sont intéressants à lancer, notamment des sorts comme... Attendez, j'ai un blanc. Celui qui augmente les dégâts, c'est... Je ne sais plus son nom de tête. Attendez, j'ai les sorts devant moi, là. Force des anciens. C'est un sort qui a une difficulté de 17 à lancer, c'est pas forcément évident. Pourtant, Yip-Kai, justement, il a la possibilité de lancer sort assez facilement avec son 6. De même que Rage Destructrice, qui augmente de 1d5 les prochains dégâts. Ça peut être toujours très utile, puisque vous allez du coup pouvoir, je vais pas dire facilement, mais plus facilement qu'avec les autres moines guerriers, lancer ces sorts-là et qui sont qui sont assez redoutables, hein. Plus de dégâts jusqu'à la fin de la partie, c'est clairement pas dégueu sur des pandas qui font déjà pas mal de dégâts. Enfin, sur un panda en tout cas qui fait pas mal de dégâts, sur Ozeki également qui fait pas mal de dégâts, ou même si vous jouez Yip-Kai et je sais pas moi, Eibao ou Yuan-Chi, ça devient tout de suite très très violent. Et du coup, vous avez moyen de faire des choses qui sont très très fortes. Même sur une lancière, hein, à la place d'un D5 plus 1, elle fait un D5 plus 3. C'est pas dégueu. Et si vous avez en plus... Ou alors l'autre sort, Rage Destructrice, donc, si vous lancez le sort et que ça fait 2D5 plus 1, c'est toujours ça de prix. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce personnage comme vraiment un gros booster qui va pouvoir amener ce qu'il faut, où il faut, quand il faut. Yip-Kai, vous pouvez vraiment en faire quelque chose de très très puissant et de très très utile. Il est fragile, mais je pense que sa fragilité vaut la peine d'être compensé par votre bande pour qu'il donne ses bonus comme il faut. On passe à Ozeki, je pense que c'est un de mes pandas préférés. Élémentaliste, 135 pièces d'or, constite 6, dextérité 4, force 7, mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 36 points de vie. Taishi Chuan, un combattant doté de cette compétence, ne peut en aucun cas posséder d'armes, aucun malus de dégâts sur les actions offensives de corps à corps, n'en utilisant pas. Grande barrière, peut défendre à la place d'un allié disciple ou moine guerrier qui est dans sa zone de contrôle. Moine guerrier, Ozeki est moine guerrier, il maîtrise l'élémentaliste et il a analgie. Alors, Ozeki, c'est un peu le panda qui va vous permettre de sauver vos miches aux figurines un peu plus faibles. Sa capacité grande barrière est très utile, par exemple, justement, avec Yip-Kai, parce que du coup, vous allez placer Yip-Kai peut-être en position un peu délicate, mais si Ozeki se place à côté ou derrière lui, il va pouvoir défendre à la place de Yip-Kai, et du coup, c'est quand même pas mal.
puisque s'il fait une défense classique ou des contres, il peut quand même faire pas mal de choses avec ses stats. C'est un bon panda. C'est une créature imposante, pour pas beaucoup plus cher qu'un panda, au final, puisque vous payez 15 pièces d'or de plus qu'un Hippo-Nio ou qu'un Senglu. Il a un bon mental pour lancer des sorts, il a une puissance de frappe qui est clairement agréable. Le 7 de force, quand vous donnez des coups de poing, ben, du coup ça fait 7 dégâts. Il donne des coups de boule à, je crois que c'est 6 dégâts, et il donne des coups de pied à je sais plus combien de dégâts. Mais il n'y a pas de malus sur ces actions-là. Grâce à Taishi Chuan. Après, il y en a qui vont peut-être chouiner en disant « Ouais, mais on peut pas lui mettre d'armes, mais on s'en fout. » Je veux dire, quand t'as un panda qui donne des coups de poing à 7 dégâts, t'as pas besoin de lui mettre d'armes. Ça ne sert à rien. Il possède les 2 petits sorts primordiaux d'élémentaliste, donc la petite flamme élémentaire et le sort d'air mineur. Et du coup, avec lui, ça va être plus intéressant le sort d'air mineur, puisqu'il va être plus proche du combat. Que ne va l'être par exemple Yip-Kai qu'on va essayer de garder peut-être un peu plus loin. Mais ça va lui permettre de lancer peut-être des sorts qui seront plus offensifs au niveau du corps à corps, ou plus avec une portée qui n'est pas forcément très grande. Donc vous pouvez très bien avoir des sorts comme le sort d'air mineur. Vous pourriez imaginer Ozeki avec le contre-sort, simplement. Le sort qui permet de renvoyer un sort lancé sur l'adversaire. Le contre-sort qui, si vous jouez en tournoi, vous avez un side, peut être toujours intéressant. Si vous savez qu'en face de vous, vous allez avoir un Torquemada, vous allez avoir un El Sabio, vous allez avoir n'importe quel magicien qui est réputé pour avoir des sorts de blast, vous pouvez prendre le contre-sort. C'est un sort qui coûte 5 pièces d'or. La difficulté, par contre, c'est le seuil de l'adversaire plus 4. Ça coûte 4 PA, c'est quand même pas rien, faut quand même prévoir le coup. Mais en attendant, le Torquemada qui se ramasse ses incantations de flamme dans la tronche, je pense qu'il va y réfléchir à 2 fois. Vous pouvez également utiliser des sortilèges comme les arts du combat, j'ai les sorts sous les yeux, donc je suis en train de les checker un petit peu parce que je ne les sais plus par cœur. Bref, art du combat, ça vous permet d'augmenter le jet d'attaque. Vous pouvez utiliser... il y a également annulation comme sortilège qui peut être intéressant pour ce personnage-là. Il y a crains-moi. Il y a plusieurs sorts comme ça où vous pouvez les utiliser, mais c'est clairement pas sa priorité selon moi. C'est clairement pas Ozeki que je vais utiliser si je veux vraiment avoir un magicien dans ma bande. Je pense que Yip-Kai est meilleur si je veux vraiment faire de la magie. Après, Ozeki va servir justement à faire des dégâts, à encaisser pour protéger ses alliés, et surtout il a des bonus de créatures imposantes que les autres n'ont pas et qui sont toujours bien, hein. Le fait de pouvoir piétiner, le fait de pouvoir faire des charges en ligne droite, ça peut permettre de dégager certaines figurines embêtantes en face. Il a des bonnes stats, sans pour autant qu'elles soient ultimes. Le constit de 6, c'est pas forcément... Enfin, on se dit, ouais, c'est une créature imposante, ça va, il va tenir. Alors oui, il a Analgie, oui, il a 36 PV, mais il a quand même que 6 de constit. Donc, à force de se prendre des coups, il va quand même finir par tomber. Donc, attention avec ça. Méfiez-vous de surestimer ce panda. Et de façon générale, de surestimer les pandas. Ils sont pas si tanky que ça. À part peut-être Kao. Enfin, à part Kao. Mais attention avec ce genre de choses pour éviter de vous retrouver un peu bête et de vous dire « Ah bah merde, finalement j'ai perdu Ozeki sur une bêtise, ce serait un petit peu dommage. » Au niveau des objets qu'on pourrait mettre à ce personnage, je pense que comme il tape sous force, voilà, on va mettre une potion de force, ça fera plus de dégâts, pourquoi pas. Quitte même à lui mettre 2, il les boit durant un tour, il envoie des coups de poing à 9 dégâts. Je pense que ça va calmer à peu près n'importe qui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un filet, il lance très bien les objets. Alors si vous avez un colosse en face qui vous embête, vous pouvez balancer Ozeki et un filet, ça va faire bien le taf, pendant que le reste de votre groupe va s'occuper des autres figurines adverses. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir?
Je me demande si, je sais plus, je sais qu'il y a dans le livre saison 2, il y a le rocher à Colosse, mais je me demande si c'est réservé aux colosses ou aux créatures imposantes. J'ai un doute, je ne sais plus lequel des deux, mais si vous voulez lui mettre un énorme truc qui peut balancer, et que vous pouvez le mettre à vérifier dans le livre, bah pourquoi pas, ça peut être marrant d'avoir un Ozeki qui se balade avec le gros caillou, et qu'il le balance, je crois que ça fait des dégâts quand même considérables, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ouais, au final, il n'y aurait pas énormément de trucs à mettre en plus. Il peut pas avoir d'armes. On pourrait se dire, bon, est-ce que je lui mets une petite armure, histoire qu'il ait quand même le jet d'armure au cas où on ferait des bonnes réussites, pourquoi pas. Est-ce qu'un bouclier est considéré comme une arme? Ça, c'est aussi une question. On peut taper avec, donc j'aurais tendance à dire oui, mais je ne sais pas, parce que du coup, un Ozeki avec un bouclier, ça devient carrément la violence. Non, après, sinon, je vois pas tellement qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre. On pourrait lui donner, basiquement, un viatique, ou deux, ainsi qu'un cataplasme sur une autre figurine à côté pour le soigner, puisque comme c'est une créature imposante, s'il y a du poison en face, il va être une cible prioritaire. Mais en élémentaliste, il y a l'ombre vigorante qui du coup soigne les PV et le poison. À voir comment vous montez votre liste. Si par exemple vous avez Yip-Kai qui possède ombre vigorante comme sortilège, vous n'avez pas forcément besoin de cataplasme parce que Yip-Kai va soigner Ozeki de ses différents effets, saignement, poison, etc. Sinon non, je ne vois pas tellement en fait quels objets mettre en plus. C'est une figurine donc qui est intéressante au niveau de la force brute. C'est une figurine que je mettrais assez facilement en opposition avec un Senglu DQ. Mais à la fois en opposition parce que les deux vont quand même avoir pour vocation de faire des dégâts au corps à corps. Mais les deux sont également complémentaires puisque Ozeki n'a pas du tout la même botte. Et Senglu DQ n'a pas la capacité de protéger. Donc vous pourriez très bien avoir une combo entre les deux, qui pourrait être assez redoutable, je pense, sur une table de jeu. Ça va quand même coûter un bras, mais je pense que les deux ensemble, ça peut faire le travail, et il y a moyen de faire des combos intéressantes entre ces deux pandas. Bon, on va revenir de toute façon sur les utilités de tous les pandas. Et du coup, quand je vais parler de Senglu, je vais peut-être parler de ce qu'on peut faire avec. Non, Ozeki, c'est une figurine que j'aime bien. C'est une figurine que je sors volontiers. C'est une figurine pas beaucoup plus chère que ce qu'on pourrait sortir avec un autre panda. Donc, en soi, c'est une figurine qui est très attractive, je pense, pour beaucoup. Et du coup, je pense qu'on va la voir de plus en plus sur les tables. Maintenant, évidemment, ça dépend de ce que vous allez en faire et quelles sont vos listes avec Ozeki. On va passer aux objets. C'est un double objet en fait, qui est dans le starter pack. Je sais pas avec quelle figurine il est par contre. Je sais pas si c'est avec Ozeki ou Yip-Kai, si vous les achetez séparément. Mais c'est les Emma du mont Shantu. Alors les Emma, c'est concrètement deux petits objets à 5 pièces d'or que vous pouvez acheter et que je vous recommande vivement d'acheter si vous avez une lancière dans votre bande et un moine guerrier. Ou alors si vous avez un autre disciple, si un jour on a un autre disciple. Mais dès que vous avez des disciples dans la bande, je pense que c'est un objet qu'il ne faut pas du tout négliger. Alors le premier à 5 pièces d'or, c'est Emma de Transguerrière. Tant que le possesseur de cette plaquette est sur la table, les disciples de sa bande se surpassent afin d'impressionner les kami. Ils ne font plus d'échecs critiques sur les actions offensives et ont un bonus de plus 2 à leur seuil d'action. Et ça, c'est vraiment, vraiment craqué. Volancières, du coup, elles font plus d'échecs critiques sur les jets d'attaque. Alors bon, elles ont 3 de force, vous allez me dire, oui, bon, c'est pas folichon. Mais en attendant, ça m'a quand même sauvé la miche, puisque du coup, comme votre jet d'attaque, il passe automatiquement, votre adversaire, il doit répondre à cette attaque, et du coup, ça peut soit lui enlever des PA parce qu'il fait une esquive ou il fait un contre, soit vous avez une chance de passer s'il fait une constite simple, quoi. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités. Et le plus 2 en plus au seuil d'action sur ces actions-là, c'est clairement du bénéf.
on va clairement pas cracher dessus, c'est cadeau. Donc pour 5 pièces d'or, je trouve que ça vaut clairement la peine. Et ensuite, il y a les mâts de la discipline. Au fil du temps, le temple s'est forgé une excellente réputation auprès des Maokai et des Kami. C'est pourquoi on y trouve de très nombreux disciples. Les disciples coûtent 10 PO de moins, et du coup, vos lancières, elles coûtent 65 pièces d'or. Et concrètement, vous avez une lancière sur le terrain, vous économisez 10 PO, vous payez 10 PO pour les 2 émas, vous perdez rien, et en plus, la lancière ne fait pas d'échec critique et un bonus de plus 2 au seuil d'action offensive. Donc, c'est tout bénef. Prenez-le à chaque fois. Évidemment, quand votre adversaire va comprendre, ah bah tiens, c'est ce moine guerrier là qu'il faut que je bute pour enlever les objets, ah bah il va finir par peut-être se focaliser un petit peu dessus. Mais en attendant, les moines guerriers qu'on propose, c'est pas non plus des petites figurines à 12 PV. Donc vous avez moyen de tenir un petit peu. Et si vous mettez sur Yip-Kai, ben vous n'allez pas forcément aller au corps à corps. Si vous mettez sur Ozeki et que vous le jouez bien, il va être difficile à descendre parce que vous allez garder des PA pour défendre, des esquives, des contres, etc. Si vous le mettez sur un autre moine guerrier, ben on reviendra à ce moment-là. Mais par exemple, le dernier en date, Kao, avec ça sur sa monture, ouais, je pense qu'il va falloir un petit moment pour le descendre, le Gugus. Et du coup, c'est tout bénef. Donc, un objet que j'aime beaucoup, un objet hyper utile, un objet qui redore le blason aux lancières, parce qu'elles étaient un peu chéros. Mais, du coup, avec cet objet-là, elles deviennent vraiment, vraiment très, très intéressantes. Et j'espère que bientôt, nous aurons quand même un disciple supplémentaire, histoire d'avoir un petit peu de variété au niveau de ces disciples. Nippo Niwo, à mon sens, le panda le plus cool du jeu au niveau de la figue. Ma figurine préférée, si je puis dire. Ouais, je pense que c'est ma figue préférée. Malheureusement, c'est pas mon profil préféré. Nippo Niwo, 120 pièces d'or, élémental list, constite 5, dextérité 3, force 5, mental 5, 4, mouvement, 9 PA, 32 points de vie. Le gun, 3 PA, allonge, 1 des 5 plus 1 dégât. Les 1 ne sont pas des échecs avec en attaque, je veux dire, pardon. Sur une réussite critique, Nippo Niwo ajoute son mental aux dégâts en plus des effets critiques. Le coup circulaire, 4 PA, 1 des 5 plus 1 dégât sur chaque ennemi dans la zone de contrôle de Nippo et repousse chaque ennemi de une brasse. Nippo Niwo est un moine guerrier, il maîtrise l'élémentalisme. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas mon profil préféré, malgré le fait que la figurine est vraiment stylée? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a des attaques merdiques. J'ose le mot, oui. Après, c'est non, mais il a allonge, ça fait un des 5 plus un dégât, il fait pas d'échec. Arrêtez vos simagrées, putain. On a affaire à une figurine qui coûte quand même 120 pièces d'or. Hein, qu'on soit d'accord là-dessus. C'est une figurine qui tape bien avec 5 de force. C'est une figurine qui... Bah, c'est un panda qui a 4 de mouvement en fait, contrairement à Ozeki et à Yip-Kai. Parce que c'était un peu la norme avant d'avoir 4 de mouvement. Ça me semble logique. Ça me dérange pas plus que ça. Ça me semble un mouvement tout à fait correct, sans pour autant être exagéré. Mais chez les Maok, on a moyen de compenser avec des 5 et des 6 de mouvement assez facilement, donc ça me dérange pas. Une bonne constite, un bon mental pour lancer les sorts, 9 PA qui est toujours vraiment bien, 32 points de vie. Le problème vraiment c'est le gun quoi. 3 PA ça allonge, ok, mais pour une attaque qui fait 1 des 5 plus 1 dégâts. Pour moi il y a un problème là, ça va pas. Ça allonge et évidemment en cas de réussite critique vous rajoutez le mental aux dégâts. C'est clair qu'on va pas se plaindre si on fait un 10, mais je l'ai joué plusieurs fois et je dois avoir fait une fois une réussite critique, quoi. Je veux dire, c'est un effet qui marche une fois sur 10. Pour moi, on peut pas justifier d'utiliser 3 PA, même s'il fait des dégâts monstrueux. C'est pas logique. La lancière, elle allonge, mais c'est 2 PA pour taper avec la lance. Ok, les 1 ne sont pas les 1 sont des échecs critiques. Et elle rajoute pas de bonus particulier quand elles font une réussite critique, à part la force, mais ça justifie pas les 3 PA selon moi. Le coup circulaire, qui est un coup plutôt intéressant, 4 PA, des 5 plus 1 dégâts, sur chaque ennemi dans la zone de contrôle de Nippo, et repousse chaque ennemi de une brasse. Ça vous permet de faire de la place. L'ennui, c'est que comme c'est une botte qui n'a pas allonge, ben vous avez une demi-brasse de portée avec cette botte-là. Alors c'est un petit peu embêtant parce que
on aurait aimé l'avoir avec allonge, ça aurait été très fort avec allonge, 100 ans. Mais une fois de plus, 4 PA, bah voilà, c'est un peu chéros selon moi. Donc il pêche vraiment uniquement au niveau des attaques. Et du coup, ça m'embête un peu de le sortir. Ouais, très souvent, ça m'embête de le sortir. Et pourtant, il est livré avec le sortilège qui, à mon avis, est un des sortilèges les plus puissants du jeu. Réservé à Nippo Nippo, Week One, un truc dans le genre. Ça coûte 4 PA, un allié à 5 brasses ou moins, un tour, une fois par tour. Le briscard allié ciblé gagne un plus 2 PA pour sa prochaine activation. Pour 2 PA de plus, Nippo peut cibler un allié supplémentaire sans limite de nombre. La bande complète gagne 2 PA en cas de réussite critique et l'échec critique, c'est un peu embêtant. Les alliés perdent 1 PA et Nippo ne peut plus lancer de sort. Enfin, ce sort, pardon. C'est un sort qui coûte quand même 15 pièces d'or, la difficulté c'est quand même 15. Donc, voilà, on aimerait l'utiliser à un seul dé. Parce que du coup on pourrait cibler 2 alliés supplémentaires. Est-ce qu'après on essaye finalement de prendre des dés en plus pour pouvoir faire des réussites critiques? C'est un choix tactique intéressant, mais ce sort est vraiment très puissant. Donner 2 PA à une figurine, il n'y a que ce sort-là qui donne des PA à des figurines. Il y a Duncan qui permet de transférer un PA à une figurine et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais concrètement ce sort-là est un sort qui enfin, ça peut donner 2 PA à toute votre bande, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un sort hyper puissant. C'est réservé à Nippo Nippo et du coup, quand on connaît l'effet du sortilège, on se dit ouais, je vais quand même le sortir, je vais quand même le prendre. Il est clairement pas inutile, qu'on soit clair là-dessus. Mais voilà, c'est pas lui qui va aller faire des dégâts au corps à corps, c'est les autres. Moi, de mon point de vue, Nippo Nippo, c'est plus un panda qui va être là pour faire de la magie. C'est un panda qui possède les 2 sorts primaires d'élémentalisme. Mais c'est un panda que je vais garder justement pour faire de la magie. Je vais garder son arme parce que avec la longe ça donne quand même des bonus. Il peut quand même taper et sur un malentendu il fait une réussite critique, du coup il fait quand même des dégâts. C'est un magicien qui est solide sur ses jambes. C'est pas un magicien que vous allez tomber tour 1, enfin sauf si vous focalisez tout dessus, mais dans ce cas là le reste des Maok vont vous tomber sur le rab et je suis pas convaincu que vous y gagnez au change. Mais c'est un magicien que je vais garder justement pour faire des sorts. Je vais peut-être le doter d'un parchemin. Au final, sur le dessin, il a plein de parchemins partout, ça peut être intéressant. D'un parchemin ou d'un grimoire, les sorts de bonne fortune, comme on en a parlé avant avec Nabeshima par exemple, sont des sorts qui sont toujours très utiles, qui sont toujours bienvenus. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne les utilise pas avec un grimoire ou un parchemin. Mais ça va être le panda que je vais garder pour essayer de donner un maximum de boost. Pour essayer de donner un maximum de bonus là où il peut aller, tout en sachant qu'il est capable d'encaisser très bien un corps à corps contre une figurine. Malheureusement, contre une figurine de son coup, il va difficilement faire le poids. Hein, on va être honnête, si vous prenez Buaja en Oreno qui fait 115 pièces d'or, je crois, si vous prenez Valdez, Kiros chez les Kintor, si vous prenez... combien il est au Kanek? Je sais plus. Si vous prenez des figurines qui valent entre 110 et 120 pièces d'or, Nippo va avoir du mal. Hein, on va pas se le cacher. Par contre, si vous décidez de vous mettre en tank contre des figurines qui valent moins, il peut très bien tenir une ou deux figurines sans pour autant... Enfin, il peut tenir une ou deux figurines un tour sans pour autant vraiment prendre de gros risques. Mais attention quand même, parce qu'il a 5 de constite, ça va pas l'empêcher de se prendre des dégâts. Mais les 32 points de vie lui permettent quand même de tanker relativement bien. Ne pas oublier aussi que ce grand gaillard, il est tout à fait capable de taper au point. Et du coup, il y a tout à fait possibilité de se dire, bon bah moi je m'en fous du bâton. Moi je vais aller donner des coups de poing. Il fait 4 dégâts au point, c'est pas négligeable.
C'est toujours mieux qu'un D5 plus 1. C'est moins aléatoire. C'est une façon de l'utiliser, je pense, qui est tout à fait valable. S'il a besoin justement de fiabiliser ses dégâts. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois avec Nippo ou avec les lancières, parce qu'au final, ils font les mêmes dégâts, de me dire, bah voilà, mon adversaire, il lui reste 4 PV, 3 PV, je tape, et puis malheureusement, je fais 2 dégâts. Donc du coup, ça me fait perdre 2 PA en plus pour retaper. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Mais vous pouvez faire taper Nippo au point, 4 dégâts, vous avez un score fixe, qui est un petit peu à la moitié de ce que le gun peut faire. Enfin, statistiquement, le gun va faire entre 2 et 6 dégâts. Du coup, 4, c'est la moitié. Donc, il n'y a pas de raison. Au niveau des sortilèges qu'on a parlé, justement, les sorts, vous pouvez lui mettre un parchemin avec des nouveaux sorts, avec le domaine de la bonne fortune. Ça vous permettra aussi de fiabiliser les autres Maok derrière. Son sortilège à lui, qui est vraiment très bien. Ça coûte 15 pièces d'or, mais je pense que ça vaut clairement la peine. Hein, on va pas se mentir. Si vous voulez jouer Nippo, prenez-le avec son sort. Il peut également servir de soin, puisque vous allez peut-être le garder un peu en retrait. Donc, l'onde vigorante ou alors viatique cataplasme, pourquoi pas, s'il faut aller apposer... soigner un adversaire... soigner un adversaire. Soigner un de vos potes... contre le poison ou autre, vous pouvez choisir de mettre un sort de soin. Après, évidemment, si vous avez le sort de soin qui doit coûter 10 ou 12 pièces et le sort de Nippo, c'est clair qu'il va monter en prix. Hein, ça, on va pas se mentir. Au niveau des objets qu'on peut lui mettre, c'est toujours un très bon lanceur. Hein, donc, le filet reste toujours une opportunité. La racine de mandragore, moi, je la mets, tout simplement parce qu'avec mes pandas, je fais des 10 à chaque fois que je fais un jet de morale. Donc, du coup, je la mets. C'est assez nul parce qu'il a 10 de morale et du coup il devrait pas avoir besoin. Mais à chaque fois je me plante. Alors voilà, moi je mets la racine de mandragore, mais c'est clairement pas ce qu'il y a de plus utile. Si vous avez des sorts un peu difficiles à passer, mais que vous vous dites je vais pas forcément les passer tous les tours, une potion de mental, je sais plus son nom exact. Et puis pour lui, pourquoi pas envisager la potion d'éther? Ça lui permettrait de se sortir des situations où il va être un petit peu empêtré contre un adversaire trop fort. Ne pas oublier que c'est un panda, les pandas vont souffrir du fait qu'on se dit « Ouh là là, c'est un panda, c'est un gros, je vais directement mettre mon gros dessus ». Et du coup, ça pourrait lui permettre de sauver ses petites fesses. Parce que, justement, il ne tiendra pas forcément contre une figurine de même prix que lui, ou alors contre un colosse par exemple, ou une monture. Ça lui permettra de sauver sa peau et de pouvoir continuer à booster ses alliés de booster ses alliés à un tour de plus ou 2. Donc attention avec Nippo, ce n'est pas le gros tanky. Vous pourriez lui rajouter une armure, pourquoi pas, changer son arme. Changer son arme en soi serait une idée intéressante s'il y avait des armes intéressantes. Je vois pas d'armes accessibles en partie non campagne qui seraient intéressantes actuellement. On peut se dire oui, la du sac elle peut être bien, mais finalement pas vraiment. On pourrait lui mettre un petit stylet, on pourrait virer son arme pour faire un point américain, mais tout ça c'est pas tellement utile. En tout cas, je ne vois pas l'utilité dans mon utilisation de Nippo, puisque j'utilise plus comme un magicien que comme un tasson. Du coup, je préfère garder son gun, parce qu'il donnera allonge, enfin, avec son allonge, il donnera un bonus de plus 1 à ses alliés tout proches. Il va permettre de pouvoir gérer, justement, les distances. Nippo, au final, c'est aussi un bon choix si vous n'avez pas envie de jouer Eibao, mais vous avez envie d'une liste de contrôle de zone. Avec son allonge, ça va vous permettre de contrôler. C'est pas forcément quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts, mais c'est quelque chose qui va contrôler les figurines adverses et ça peut vous apporter un bonus supplémentaire. Donc c'est un très bon meneur si vous n'avez pas forcément envie de jouer Eibao, et il va apporter la magie, tandis que Eibao va apporter plutôt la force de frappe brute. Donc voilà, un choix à faire, un bon panda qui malheureusement est miné par son arme. Je pense qu'il aurait juste eu le gun à 2 PA, ça aurait été un des meilleurs pandas du jeu. Le gun à 3 PA, pour moi, ça lui... Enfin, il se tire une micro-balle dans le pied, quoi. Il se fait un bleu au pied à la place de traverser. Mais ça
ça l'ampute d'un potentiel que j'aurais trouvé plus intéressant. Bah voilà, maintenant c'est mon avis, donc du coup ça va gueuler dans les commentaires, je me fais pas de soucis là-dessus. Y a pas de problème, allez-y. On passe au Senglu, donc le Senglu DQ et le Senglu Kongjun. Le Senglu DQ qui est le Senglu de pierre ou de terre et le Senglu Kongjun qui est le Senglu du vent. Une seule figurine de profil, donc vous pouvez jouer 2 fois la figue. Figurine qui est très intéressante, j'aime beaucoup l'idée du panda élémentaliste. Ça aurait été cool d'avoir les profils de... Bah comme il y a le vent, du coup c'est les profils des éléments occidentaux. Mais ça aurait été... Enfin, j'aurais trouvé cool d'avoir un profil de Senglu eau et un profil de Senglu feu. Mais c'est déjà bien d'avoir ça, hein, attention. Le Senglu DQ, 120 pièces d'or élémentaliste, constitue 5, dextérité 3, force 6, mental 5, 4 de mouvement, 9 PA, 32 points de vie, le point de pierre, force dégâts, les relances ne coûtent qu'un PA avec cette attaque. L'attaque élémentaire de terre, 4 PA, force dégâts sur chaque ennemi dans les 2 bras sans dommage, 3 cases d'armure à chaque ennemi. Le Senglu DQ est moins guerrier, il maîtrise l'élémentaliste. Le Senglu Kongjun constitue 4, dextérité 5, force 5, mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 32 points de vie, frappe du vent en D5 puissant dégâts. Tous les jets de défense sont des échecs critiques sur 1, 2, 3 contre cette attaque. Et la tempête de coups, 4 PA, D5 puissant dégâts sur chaque ennemi dans les 2 brasses et repousse aléatoirement chaque ennemi de 2 brasses. Senglu ne subit pas de dégâts de collision. Si un ennemi le percute suite à sa botte, il est moine guerrier et il maîtrise l'élémentalisme. C'est un panda qui possède... Enfin, grosso modo, c'est 2 profils très très différents qui vont être utilisés très très différemment dans votre compo. Et du coup, on va commencer par le Senglu DQ parce que c'est le profil, à mon avis, le plus utile des 2. Alors, Senglu DQ, il est clairement là pour balancer des pains, hein, on va pas se mentir. Un des problèmes récurrents quand vous avez un personnage qui coûte 120 pièces d'or, qui a de bonnes stats, qui est et magicien et guerrier, c'est que vous avez envie de tout faire, mais du coup, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas assez de PA. À l'époque où il est sorti, le 9 PA, c'était quand même... Il n'y en avait pas autant que maintenant. Et du coup, on était là, ouais, il a plus de PA, il va pouvoir faire plus de trucs, c'est cool. Maintenant que le 9 PA est presque une norme pour la plupart des figurines qui dépassent les 100 pièces d'or, bah, on se rend compte que non, il va pas pouvoir faire autant de trucs parce qu'en face, ça va réagir aussi vite. Et attention quand même à vos petites fesses. Il va avoir sa force de 6, il va faire 6 dégâts à chaque fois qu'il tape. Pendant longtemps, j'ai utilisé Senglu en fait comme un Socrate pour les Maoks. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va donner des coups de poing, il va faire 6 dégâts. Les relances ne coûtent qu'un PA. Il paye 2 PA pour taper. C'est parfait. Je veux dire, il fait 6 dégâts à chaque fois. Il peut faire jusqu'à 24 dégâts par activation. Moi, ça me va très bien. Si en plus vous réussissez une réussite critique sur le truc parce que vous avez fait une charge ou autre, ça va clairement piquer et ça va clairement faire très mal. L'attaque élémentaire de terre est vraiment, vraiment très bien. Sa botte est vraiment excellente. 4 PA, force dégâts sur les ennemis à 2 brasses. Au final, et en plus on endommage l'armure. Au final, dès que vous avez 2 ennemis à portée, c'est comme si vous tapiez 2 fois. Donc, enfin, une fois sur chaque. Donc, au niveau des PA, c'est tout à fait réglo, pour moi, en tout cas. Au niveau des dégâts, c'est clairement bien. Endommager l'armure, ce qui est bien aussi, c'est que justement, comme les Maoks n'ont pas forcément beaucoup de facilité avec les armures, sauf si vous avez un alchimiste, par exemple, dans le tas, ben, pourquoi pas. Cette botte est vraiment bien. Moi, j'aime énormément. Il n'a pas d'autres effets qui se coulent en soi. C'est un personnage qui est là pour donner des pains. On va pas se mentir. Lui mettre un sortilège, ça dépend évidemment comment vous voulez jouer, ça dépend quelle va être votre bande, quel va être le thème de votre bande. Mais si vous voulez un panda qui est plus axé magie, prenez Nippo Niwo, prenez Senglu Kongjun, ou alors carrément... maintenant qu'on a Yip-Kai, n'hésitez pas à sortir Yip-Kai si vous voulez faire de la magie avec. Senglu DQ, pour moi, c'est pas un panda qui... Enfin, c'est pas un panda qui va être particulièrement intéressant de lui rajouter des sorts extrêmement chers.
On va parler du sort qui est livré avec, qui est le sort Mantra. Réservé au moine guerrier, difficulté 14, coût 1 PA, porté sur lui-même. Durée un tour, cadence une fois par tour. Le moine guerrier récite une litanie lancinante pendant qu'il combat. En cas de réussite, il peut utiliser 2 fois sa botte pendant son activation. C'est un sort qui coûte 2 pièces d'or. Et c'est un sort que je trouve très très utile avec justement Senglu DQ. Et malheureusement, c'est un petit peu le seul moine guerrier avec qui ce sort est utile. Puisque les autres... Alors, la botte de Nippo Niwo, du coup, c'est pas top parce que ça repousse tous les ennemis d'une brasse, donc ils seront plus à portée pour faire une deuxième fois la botte, sauf si vous rebougez, ce qui est un petit peu embêtant. La botte de Yip-Kai, c'est très très circonstanciel de l'utiliser 2 fois. Je suis pas convaincu que l'utiliser 2 fois, voilà. Alors, oui, ça coûte 2 pièces d'or, ça coûte entre guillemets rien du tout de l'utiliser, donc pourquoi pas. La botte de Senglu Kongjun, je vais venir dessus, mais c'est un peu le même problème que la botte de Nippo Niwo, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura des figurines à porter pour la refaire, et du coup, je suis pas forcément convaincu que lui mettre le mantra soit très utile. Alors après, petite chose intéressante, mantra est réservé aux moines guerriers. À savoir qu'il y a un moine guerrier qui se trouve chez les Thuléens et vous pourriez lui payer un parchemin, vu que c'est un sort d'élémentaliste et que le Thuléen maîtrise le totémisme. Vous pourriez lui payer un parchemin pour lui payer ce sort-là et à ce moment-là, ça deviendrait peut-être utile. Je reviendrai évidemment dessus lorsqu'on parlera du Thuléen en question qui est Nalagak. Donc du coup, voilà, Sengyu DQ pour moi c'est le panda qui est là pour faire des dégâts. C'est le panda qui est là pour aller au corps à corps. C'est le panda qui est là pour finir l'adversaire. Oui, d'une certaine façon, parce que s'il se retrouve face à un adversaire qui décide de lui plomber la tête, ben Senglu va quand même y passer. Il a que 5 de concite. Il a 5 de concite, mais il n'a pas d'armure. Et les 32 PV, ça finit quand même par foutre le camp. Faut pas oublier qu'en face, depuis pas mal de temps, ben, ça tape de plus en plus fort aussi. Que ça soit avec les colosses, ou que ça soit avec les montures, ou que ça soit simplement avec les persos qui sortent, qui font quand même de plus en plus de dégâts. On va pas se mentir, la quantité de dégâts que les personnages font est quand même un petit peu plus haute que d'habitude. Plus haute que ce qui avait été vu avant, excepté certaines figurines bien précises. Hein. Si je prends Face Lié, c'est clair que c'est pas lui qui va faire 7 millions de dégâts, mais sur une table de jeu, on a quand même tendance à avoir des gens qui font pas mal de dégâts, et Senglu va quand même finir par y passer parce que Senglu DQ va quand même finir par y passer parce que il va pas supporter la somme de dégâts qu'on va lui mettre sur la tronche, et on sait qu'il est fort, on sait qu'il fait mal, on sait que si on lui met des potions de force, vu que les dégâts sont stables sur la force, ça va être monstrueux. Et si vous faites mantra plus 2 fois l'attaque élémentaire de terre avec 2 potions de force, ça fait 2 fois 8 dégâts sur chaque ennemi à portée. Et ça endommage 6 cases d'armure. Ça peut vraiment, vraiment faire super mal. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avec vos pandas. C'est des investissements en pièces d'or qui sont quand même conséquents. Et du coup, faites attention à comment vous allez les utiliser pour vraiment essayer d'être un maximum utile. Se dire, je prends un panda, je lui mets tous les sorts du monde et je lui mets tous les bonus qu'on peut lui donner. Non, ça sert à rien. C'est pas... Vous allez faire une cible parce qu'il va valoir tellement cher que vous n'allez jamais tout utiliser. Au niveau des équipements, on pourrait passer, justement, j'ai dit les potions. Moi, je prends la racine de mandragore parce que Senglu DQ, c'est encore pire que Nippo. Il n'a jamais réussi un jet de morale, je crois. C'est vraiment l'apocalypse. J'aurais dû prendre du rhum, du coup, parce que ce serait plus fiabiliser le jet. Il y a moyen. Du rhum, mais bon, ça c'est que pour moi. Sinon, c'est un très bon lanceur, alors pourquoi pas lui balancer un filet aussi, s'il faut qu'il aille balancer un filet sur un colosse qui est emmerdant. On pourrait lui changer, on pourrait lui mettre une arme. Pourquoi pas. Une fois de plus, c'est un petit peu la même chose qu'avec Nippo Niwo, c'est que je vois pas tellement quel est l'intérêt de lui mettre une arme. Il n'y a pas d'arme qui m'inspire plus que ça. On pourrait
pourrait lui mettre un bouclier. Ça lui permettrait d'être un peu plus tanky. Bouclier ou armure. Au final, c'est un investissement supplémentaire, mais c'est un investissement qui peut lui sauver les fesses. Donc je pense que ça peut être intéressant de lui mettre un bouclier. L'armure pour moi, c'est toujours le problème du perce-armure qui est en face. Et du fait qu'elle possède un certain nombre de PV que, par exemple, si vous jouez le scénario des dodos, si vous ramassez le coup de bec, bah, vous perdez quand même un point d'armure parce que vous avez subi des dégâts, quoi. Donc, à voir pour l'armure, j'aurais tendance à préférer un bouclier qu'on peut utiliser quand on veut, plutôt qu'une armure. Je suis en train de réfléchir à d'autres... Non, après, pour Senglu DQ, je pense que c'est bon. Après, le Senglu Kongjun, c'est un peu un Senglu... Bah, je l'aime pas tellement, je vais bien vous avouer. Puisqu'il a 1 de constit en moins, il a 1 de force en moins, il a 2 de dex en plus, et il a 1 de mouvement en plus. Mais je trouve que... Bah, il va faire déjà 1 des 5 plus 1 dégât, alors ok, bon jusqu'à là, voilà. Les échecs critiques en défense se font sur 1, 2, 3. Ouais, je préfère quand même pouvoir relancer mon attaque si je fais un échec critique moi aussi. Je suis pas... Ça fiabilise la frappe du vent, parce que votre adversaire, du coup, il va peut-être faire 2 ou 3 sur sa défense. Mais voilà, je suis pas grand fan de ça. La tempête de coups, 4 PA... Alors, sur chaque ennemi dans les 2 brasses, c'est aussi très bien. Ça les repousse aléatoirement de 2 brasses dans n'importe quelle direction. Ça, c'est bien parce que ça va occasionner des dégâts de collision et ça peut en occasionner beaucoup. Et Senglu est protégé de ses dégâts de collision. Donc ça, c'est bien. Ce que je veux dire par là aussi au niveau du mantra, c'est que bah, vous savez pas combien il y aura de figurines qui sera dans votre zone après. Donc... à voir si vous devez refaire un mouvement ou pas. Ça peut permettre de dégager, hein, ça peut permettre de dégager une zone, enfin au moins essayer de dégager la zone, pardon. Ça peut être intéressant. C'est une bot que j'aime assez pour son concept, même si ça fait pas beaucoup de dégâts. Avec les dégâts de collision, ça les augmente. Donc c'est une bot que je trouve bien. J'aime pas son attaque de base. Voilà. Alors après, avec 5 de force, il donne des coups de poing basiques à 4 dégâts, donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Ça fiabilise le dégât de poing. C'est comme Nippo, en fait. Vous donnez des dégâts de coups de poing à la place, parce que du coup, vous savez que ça fait 4 dégâts, et vous n'avez pas d'hésitation sur le fait de dire, bah voilà, il reste 3 PV à mon adversaire, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime encore bien la bot. J'aime bien le fait qu'il puisse taper au poing. La frappe du vent, j'ai dit, je suis pas super fan, mais voilà, c'est des dégâts aléatoires qui me gênent le plus. Mais surtout, vous allez avoir une figurine à 120 pièces d'or qui a 4 de constitution. Et pour moi, pour un panda, c'est clairement pas suffisant. C'est un problème que je pense ceux qui l'ont testé ont ressenti, c'est qu'il encaisse vraiment pas top. Alors je dis pas que 5 c'est absolument du coup la panacée, mais au moins c'est 1 de plus. Et le 2 de dextérité en plus c'est bien, mais chez les Maok vous avez facilement des figurines avec beaucoup de dextérité, même à petits coups. Je crois pas qu'il y ait de Maok qui ont... Bah si, il y a les pandas qui n'ont pas forcément beaucoup de dex, effectivement, mais vous avez tout à fait les lancières qui ont de la dex, vous avez même Daotin, Abeshima qui ont de la dex. C'est pas... Ouais, c'est pas vraiment le truc qui fait me dire, ah bah je suis d'accord de perdre 1 de force et 1 de constit pour mettre 2 en... dex, quoi. Ça me vend pas du rêve à ce niveau-là. Même topo du coup pour Nippo DQ. Au niveau des objets et au niveau des armes et des armures, bouclier, armure, oui, pourquoi pas. La potion de force, du coup, on peut la laisser tomber vu que les dégâts c'est aléatoire sans être stabé sur la force. Au niveau de la racine de mandragore ou du rhum, ben, comme il démarre avec moins de morale, pourquoi pas aussi. Et en fait, Senglu Kongjun, c'est un Senglu que je vais utiliser peut-être un peu plus comme Nippo. C'est-à-dire que je vais peut-être l'axer un peu plus sur le niveau de la magie. Il va pas forcément aller au corps à corps contre n'importe qui pour essayer de faire un maximum de dégâts, mais il va vraiment sélectionner ses cibles et les affaiblir au préalable, je pense, avec des petits sortilèges, les sorts de la flamme élémentaire, avec des boosts pour ses petits camarades.
Mais une fois de plus, si je l'utilise comme magicien, Nippo Niwo est meilleur dans ce domaine-là, parce qu'il a du coup une meilleure constite. Il a le bâton qui va donner allonge, et du coup il va donner le bonus de soutien sur une plus grande distance. Donc voilà, c'est un profil que je n'utilise jamais. Je crois que je l'ai sorti une fois pour faire une triplette de panda avant que les autres pandas ne sortent. Mais c'est un profil que j'utilise pas parce que je considère qu'il y a mieux que lui peut faire si on l'utilise. Soit en tant que guerrier, il y a mieux. Soit en tant que magicien, il y a mieux. Soit en mix des deux, il y a mieux. C'est le problème en fait des figurines qui font un peu tout. C'est que plus il y a des choses qui vont sortir, des références, des nouvelles figues, plus certains profils vont se retrouver pas joués parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est sorti. De même que voilà, pour même Nippo, même Senglu DQ, au final, je pense qu'on réfléchit beaucoup à soit je prends un Senglu DQ, soit je prends un Ozeki. Même s'ils n'ont pas tout à fait la même utilité, même si les attaques ne sont pas identiques, la botte n'est pas identique non plus, c'est un investissement entre 125 et 135 pièces d'or. Du coup, on réfléchit un peu plus à qu'est-ce qu'on va jouer. On n'est plus limité à un seul ou deux profils de panda. Donc voilà, Senglu Kongjun. Pour moi, c'est un Nippo Niwo en moins bien. Et du coup, j'aurais tendance à préférer le Senglu DQ et le Nippo Niwo à un Senglu Kongjun. C'est un peu dommage parce que j'aimais bien le concept de panda du vent, de panda de la terre, etc. Mais voilà, dans l'utilité, je suis pas du tout convaincu. Je trouve qu'il tombe trop facilement. En plus, comme il est hyper menaçant, l'adversaire il se dit bon je vais tirer sur le panda parce que parce que c'est un panda. C'est une grande figurine au niveau physique. Donc avec les bras tendus et tout, il faut qu'il y ait un décor pour la cacher qui soit plus grand que si vous avez un Abeshima par exemple, qui peut se planquer derrière un décor plus petit. C'est une figurine qui voilà, je vais pas dire que je l'aime pas parce que c'est pas vrai, mais je l'apprécie pas pour autant. Donc après ce n'est que mon avis. Évidemment je sens que ça va encore gueuler dans les commentaires, comme tout le reste. Donc si vous avez une compo avec Senglu Kongjun et que vous trouvez que votre utilisation de Kongjun est bien, est rentable, est fluide, est utile, etc. et que vous avez l'impression qu'on ne pourrait pas le remplacer par une autre figurine de panda qui est sortie, je suis preneur. Si vous me mettez en tort dans ce que je dis, moi je suis tout à fait d'accord de revoir mon opinion, n'en déplaise à ceux qui, au débat infernal sur le Biagus chirurgien ou sur El Commodore chez les Kinter, mais si on me prouve par A plus B qu'il y a des utilités très bien à ce panda et qu'ils ne peuvent pas être remplacés par d'autres pandas, c'est ça aussi que je tiens à préciser, c'est que si on peut le remplacer par une autre figurine, ok, vous avez votre préférence pour une figurine particulière, on a de l'affect pour certaines figurines et d'autres pas, mais c'est quelque chose que je ne remets pas du tout en compte. Du coup, vous pouvez me donner votre compo, je la testerai volontiers, et je verrai si je change mon avis sur Senglu Kongjun. On passe à Kao Kao, dernier Maok sorti début du mois de mars, fin février. Cavalier Alchimie, 125 pièces d'or. Kao Kao, constite 5, dextérité 4, force 5, mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 26 points de vie, une armure du Bushido. Sur une réussite critique, fait perdre 1 dégât à l'arme adverse pour la partie. -1, 5, -3 avec 8 cases de vie. À savoir que ça marche sur toutes les armes de corps à corps, que ce soit les armes naturelles ou les armes facturées. Arme, le Kiang de guerre allonge 6 dégâts, ses défenses sont effectuées avec un bonus de +2. Stratégie guerrière, les Maok ignorent le premier jet de morale de la partie qu'ils doivent effectuer. Shifu peut recruter jusqu'à 4 disciples dans sa bande, et moine guerrier, Kao Kao est un moine guerrier qui maîtrise l'alchimie. C'est une figurine qu'on attendait pas mal, puisque c'est notre cavalier Maok. C'est également une figurine dont on connaissait déjà la monture sans vraiment savoir le coup. Et à première vue, quand on voit le personnage, 125 pièces d'or pour un profil qui est... il a un peu moins de PV que ses compatriotes Panda. Il n'a pas forcément de 6.
dans ses caractéristiques, alors que la plupart du temps, quand une figurine a ce coup-là, elle a quand même un petit 6 quelque part. Ceux qui ont vu les news de février à propos de Cao Cao, vous savez déjà globalement ce que je vais dire. C'est un panda qui au début ne m'a pas particulièrement convaincu de par son coût, mais il a énormément de bonus derrière qui font que effectivement, du coup, son coût est justifié et on pouvait difficilement le mettre à moins que ça, puisque même s'il n'a pas énormément de PV, lui possède une armure qui est excellente. 8 points de vie sur l'armure, elle enlève un dégât automatique. Et si vous faites 5 et plus, elle en enlève 3. Donc ça, c'est quand même vraiment fort. En plus, sur une réussite critique, vous faites perdre un dégât à l'arme qui vous a attaqué. Donc une arme de corps à corps, hein, pas une arme de tir. Mais que ce soit des griffes ou que ce soit une épée, ça fonctionne pareil. Son arme, qui est la Kiang de guerre, a allonge et 6 dégâts. Donc, ça veut dire que vous avez encore un personnage qui est capable de gérer extrêmement bien le terrain avec sa capacité allonge. Les défenses sont effectuées avec un bonus de plus 2. C'est-à-dire que même la constitution, vous démarrez avec un bonus... vous démarrez à 7, ce qui est bien. C'est un excellent choix si vous désirez remplacer Eibao également, puisque avec l'allonge, au final, on perd pas ce bonus-là. Il va faire des dégâts. Eibao va faire, si vous la prenez avec son arme, va faire un des 10 plus 3, et puis là, il y a une botte avec. Lui n'a pas ces capacités-là, mais il a d'autres capacités. La stratégie guerrière qui fait que les Maok ignorent le premier jet de morale de la partie qu'ils doivent effectuer. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire, par contre, aussi que, d'un autre côté, si vous avez un Maok qui sort de la table, et que vous vouliez faire vengeance, du coup vous pourrez pas vu que le jet est simplement ignoré. Merci, au revoir, il n'y a pas à faire ce jet là. L'interrogation subsiste quant à la botte de Gustave. Si vous êtes prostré, vous devez refaire un jet de morale. Est-ce qu'on ignore ce jet là si c'est le premier? Et du coup il reste prostré un tour de plus. C'est un petit peu embêtant, mais voilà. Le Shifu qui, comme on l'a dit pour Yuan Shi, ne sert actuellement pas à grand chose. C'est une indication importante, oui. Mais comme les disciples ne sont que des lancières, du coup, comme il y a 4 maximum, ça ne change pas la donne. Donc on attend quand même le petit disciple supplémentaire pour pouvoir avoir le choix. Et c'est un moine guerrier qui maîtrise l'alchimie, donc il possède le sort de base trempe de l'acier, qui permet d'éliminer plus facilement les armures. Il a également accès, comme Daoti, à tous les sorts d'alchimie, qui sont principalement des sorts de buff. Et du coup, il devient vraiment, vraiment très intéressant et vraiment très puissant. Vous pouvez également lui rajouter un parchemin, si vous désirez, pour qu'il ait alors à ce moment-là un bonus avec des sorts comme la bonne fortune ou comme la symbiose. Il peut y avoir des sorts qui sont très très bien. C'est un bon magicien. 5 de mental pour lancer des sorts, c'est toujours bien. Une fois de plus, le sort des Kami pour lui peut-être plus que pour les autres, puisque après on va un peu parler de Cao Cao avec sa monture. Ça va apporter quelque chose de plus dans son jeu, puisque le socle de la figurine est plus grand, donc les distances sont proportionnelles à ce socle-là. Du coup, peut-être que certains Kami, notamment le Kami de l'air, peut être intéressant, d'autant plus qu'il a allonge, avec 6 dégâts fixes, ce qui est très intéressant, et qui pourrait apporter plein de petites choses, mais il ne peut faire qu'un seul Kami par tour, sur un 6+. Donc voilà, c'est ce que je disais quand je parlais des Kami. Est-ce qu'on prend 2D, est-ce qu'on en prend 1 à voir comment ça se passe, mais je pense que même si je le garde pour Yip-Kai principalement, je pense que Cao Cao peut en faire une utilité, pas forcément la plus optimale, mais peut en avoir une utilité plutôt que les autres pandas sur le côté. On va parler de Cao Cao monté maintenant, parce que c'est ça vraiment qui nous intéresse vu que c'est le cavalier. La monture, 95 pièces d'or, constitue 5, dextérité 3, force 5, mental 3, agressivité 3, 5 de mouvement, 7 PA, 26 points de vie, une armure, -1, 7, -2, 6 points de vie sur l'armure. Le coup de bélier allonge, 1 D5 plus 2 dégâts, les échecs critiques sont relançables une fois. Spécial ne rate ses jets de morale que sur un échec critique, et les tests d'empathie sont automatiquement réussis par Cao Cao et tous les moines guerriers Maok.
Et du coup, avec la monture, Cao devient vraiment fort et on comprend l'importance d'un coût 5 pièces d'or plus élevé, puisque avec la monture, il va gagner des défenses supplémentaires, il va gagner le fait de pouvoir mettre son agressivité, notamment dans les attaques suite à une charge en ligne droite, il va économiser des PA au niveau du mouvement pour que sa monture fasse le mouvement à sa place et lui permettre de taper. Ne pas oublier non plus que les montures ont le droit de faire des courses sans interrompre leur mouvement. Donc ça peut l'amener très loin, hein, puisque 10 brasses, c'est énorme sur une table de jeu. La monture qui est plutôt endurante, 5 de constite, 26 points de vie, une armure. Le coup de bélier qui est intéressant, moi je le trouve marrant, parce qu'en fait, allonge. J'ai toujours l'impression que c'est le Go-Go Gadget, où il a la tête qui s'allonge pour taper, mais c'est parce qu'il a des cornes plutôt impressionnantes. Le coup de bélier qui fait 1 des 5 plus de dégâts, c'est pas énorme en soi. Mais c'est toujours ça de prix s'il vous reste 2 PA et que vous savez pas quoi faire. Bon, 2 PA, souvent on les garde quand même. C'est une monture qui est très très intéressante et du coup qui rend Cao vraiment très fort. Puisque avec la longe des deux côtés, enfin avec la longe tout autour du socle, vous avez quand même une sacrée zone de contrôle avec la lance de Cao et avec la longe du bélier. Donc vous pouvez vraiment contrôler plein de choses et c'est super intéressant. Vous pouvez donner votre bonus de soutien à plein de figurines aussi, puisque la longe avec le grand socle, ça fait vraiment de la place. Au niveau de la table de jeu, c'est 6 brasses de diamètre. 6 brasses de diamètre, c'est énorme. C'est vraiment très grand. On se rend pas tout à fait compte en fait. À moins de faire les mesures, vous posez votre figurine sur la table de jeu, vous posez une figurine sur socle de 80 mm, et vous regardez la distance qu'elle prend au niveau de la longe, c'est vraiment beaucoup. Vous allez pouvoir vraiment faire un jeu de contrôle qui est extrêmement précis et qui va être extrêmement embêtant pour votre adversaire si il n'arrive pas justement à contrer votre jeu. Au niveau des sorts que Cao peut avoir, ça va être à la fois un guerrier qui va aller au contact, et je pense que lui mettre 1 ou 2 sorts très spécifiques, qui vont être très précis, à savoir lancer sur telle ou telle figurine, ça va du coup être extrêmement utile. Vous pourriez avoir des sorts qui le ciblent lui-même, puisque la plupart des sorts ne ciblent pas le lanceur et c'est un petit peu embêtant. Donc avoir un magicien derrière qui lui lancerait par exemple sur lui Force des Anciens, etc. pour le booster, mais vous pourriez avoir également sur Cao des sorts soit qui ciblent le lanceur, soit qui peuvent cibler une figurine à côté pour, je sais pas moi, mettons, lui rendre des points de vie, si vous décidez de lui payer un parchemin, lui permettre de jouer un peu plus au niveau des vitesses, parce que comme lui, c'est Fei Hua qui va payer au final les PA pour bouger, il va bouger vite. Et du coup, peut-être que certaines figurines vont être en retrait, donc compenser ce fait-là, et du coup arriver avec une figurine qui aura plus de PA pour taper à côté. Vraiment, il y a plein de sorts au niveau de la chimie qui sont très intéressants à utiliser, et surtout les capacités des montures, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ceux qui n'ont jamais joué de monture, je pense que on se rend pas bien compte en fait de ce qu'une monture apporte au jeu, et c'est logique, parce que comme on l'a jamais testé, on n'a jamais pu voir, mais entre le fait de garder des PA pour le mouvement, le fait de pouvoir faire des ruades, c'est-à-dire attaquer dans l'arc arrière de la monture, le fait de défendre dans l'arc avant de la monture, tout en gagnant l'agressivité de la monture pour le jet de défense. Donc avec Cao sur la monture, il a déjà 2 de défense en plus, mais avec l'agressivité de la monture, il a encore plus 3, donc il démarre à 10 sur une défense simple. C'est clairement pas rien du tout. Le fait de pouvoir faire beaucoup d'attaques, différentes stratégies comme le piétinement, la charge droit devant, où à ce moment-là vous pouvez attaquer, payer 2 PA de plus et rajouter l'agressivité aux dégâts et à l'attaque. Donc du coup, Cao va faire 9 dégâts à chaque fois qu'il va lorsqu'il va taper à la première fois où il pourra charger. C'est vraiment quelque chose de très fort. Bien mélangé avec votre compo,
c'est-à-dire peut-être un magicien qui le booste, le soutien nécessaire venant de la part de figurines qui auraient de la longe, ou en tant que finisseur, puisque quand il va donner des coups, ben, il peut tuer son adversaire, et du coup ça lui permettra de répandre, comme il a une grande allonge, ça lui permettra de taper à droite et à gauche. Vraiment c'est quelque chose de très très fort. Cao Cao est un personnage qui est très très intéressant à ce niveau-là, et malgré le fait que j'ai dit au début que son profil était peut-être un peu en deçà de ce qu'on pourrait avoir avec un panda à ce prix-là, il reste un personnage très fort, mais principalement parce qu'il est monté. On pourrait le comparer bêtement à des figurines à pied qui équivalent un peu son coût. Donc je prends, j'imagine, on peut prendre Bouaja, on peut prendre Valdez, Quiros, on peut prendre tous les gros tassons que l'on connaît dans le jeu. Même chez les Tuléens, Nalagak est un peu plus cher. Mais sinon, Harvik, Okanek, Kinak même, qui est nettement moins cher que Cao Cao, mais qui a des stats plus élevés. Mais c'est sans compter justement les bonus inhérents que Cao Cao aura déjà de base à pied, parce que le jet de morale, le bonus de défense, l'armure qui fait perdre 1 point de dégâts s'il y a une réussite critique. Ça aussi, c'est très très important. Ne pas oublier ce genre de choses. Prévoyez plein de marqueurs avec Cao Cao, parce que du coup, si on vous attaque 4 fois, vous faites 4 réussites critiques, il va falloir mettre des petits moins à droite à gauche. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses hyper intéressantes avec lui. Au niveau des équipements qu'on peut lui donner, je pense qu'il suffit très bien à lui-même. Il n'y a pas forcément besoin d'un équipement en particulier. Une armure, ce serait idiot. Une arme différente, ce serait pas très utile. Un bouclier, le problème c'est que la Kiang se manie à 2 mains. Donc du coup, il n'aurait pas sa main pour le bouclier. Donc en soi, ça ne sert pas à grand chose. Il est tanky, il y a moyen de faire de lui un très bon lanceur. Donc vous pouvez toujours prendre un filet. Il a un bon moral, mais moi je me connais, je vais peut-être tenter de prendre une racine de mandragore. Même si ce sera pas le premier jet de dés qu'il va faire, mais je me connais. Les pandas, ça n'a jamais été vraiment mon truc au niveau du moral. Après, je vois pas, ne pas oublier qu'en Maok également, souvent on est en sous-nombre, ça peut être intéressant de jouer en premier, le compas mystique, pourquoi pas. Je vois pas tellement quel équipement on pourrait lui donner qui soit vraiment très très important. On pourrait lui donner une potion ou 2 de constite. Ça pourrait être intéressant s'il se retrouve dans une position assez désagréable et qui doit vraiment tanker un peu plus. Du coup, avec 2 potions de constitution, ça lui ferait quand même un 12 de défense basique s'il est monté sur Feiwa et qu'on l'attaque dans l'arc avant. Ça peut être intéressant, mais je pense que c'est très circonstanciel et du coup ce n'est pas forcément ce qui nous intéressera de prime abord. Au niveau des sortilèges, bon, il y a le refus de l'échec qui est un sortilège qui est le sort pour les Maok, on en a déjà parlé avant, qui peut toujours être bien, Cao Cao du coup qui va donner en fait un bonus à une figurine pour qu'elle ne fasse pas d'échec critique. La 32 de l'acier, il l'a de base. Et un sort, en fait, que je trouve plutôt marrant. C'est un sort un peu dur à lancer pour Cao Cao, malheureusement. C'est un sort un peu dur à lancer tout court. Si vous voulez protéger Cao Cao dans le... Enfin, la monture a un problème avec les attaques qui viennent dans son arc arrière. Bah, vous pouvez prendre le sort mur. C'est un sort qui coûte 11 pièces d'or. C'est un sort qui coûte 17... Enfin, qui a une difficulté de 17 à lancer, donc c'est pas forcément évident. Mais c'est un sort que je trouve marrant parce que du coup, vous mettez un mur infranchissable d'une carte en long. Et ce que vous faites, c'est que vous le mettez simplement dans le dos de la monture. Comme ça, il y a déjà une grande zone du dos qui est protégée par ce mur et qui ne peut pas être... on ne peut pas l'attaquer au travers du mur. Donc ça peut être intéressant si vous voulez protéger votre monture. C'est la première fois que je parle de ce sort-là parce que c'est aussi, je pense, c'est aussi le premier magicien monté et du coup ça nous offre pas mal de possibilités. Mais si vous jouez par exemple Valdez et un magicien,
chez les Kintor, vous pouvez très bien penser à prendre le sort mur pour le mettre derrière Valdez. C'est un sort, la durée du mur en fait, elle dure un des 5 tours, donc soit ça dure une fois, soit ça dure 5 tours, enfin vous jetez le dé. Et c'est assez sympa, moi j'aime bien ce sort là, mais c'est vrai que c'est un sort qui est plutôt difficile à lancer, donc pas forcément à prendre en premier, mais je pense que ça peut lui sauver les fesses en fonction d'où vous le placez, ce fameux mur, pour que vous puissiez éviter d'être submergé par les attaques arrière. Après, évidemment, il y a des sorts comme, par exemple, je prends ça Parade. Parade qui est un sort qui cible soit un allié, soit le lanceur. Vous augmentez la défense de la cible de 2 au corps à corps. C'est un sort qui coûte 7 pièces d'or, difficulté 13. C'est très simple à lancer, je pense que c'est un must-have avec KO. Ça peut vraiment donner un gros boost au niveau de sa défense. S'il prend Parade et qu'il est monté et qu'on l'attaque dans l'arc avant, ça lui fait 12 juste pour la constite de base, quoi. Donc c'est vraiment très fort. Vous pourriez aller jusqu'à prendre des sorts comme invulnérabilité. À l'épreuve des balles également peut être utile. C'est la même chose que Parade, mais pour les tirs. Après, c'est souvent des sorts qui sont utilisés sur d'autres cibles. Vous avez Cramois qui s'utilise sur le lanceur. Toutes les actions qui le ciblent directement coûtent 1 PA de plus. Donc, pourquoi ne pas essayer de saquer le pouvoir des adversaires en leur claquant plus de PA. C'est un sort qui coûte 8 pièces d'or, difficulté 15, donc pourquoi pas la force des anciens. À mon avis, ce serait mieux sur un autre magicien pour la mettre sur KO. Vous avez des sorts comme annulation, mais c'est des sorts qui coûtent très cher en PA, donc vous aurez peut-être pas forcément ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez corrosion, qui est un sort que KO peut avoir. Il lance sur l'adversaire pour diminuer son armure. Je suis en train de faire un petit peu le tour des sorts. Vous avez célérité si vous voulez faire que KO avance plus vite, mais ça il faut le mettre sur un autre magicien. Vous avez transfert que je trouve très intéressant parce que ça peut soigner KO tout en infligeant des dégâts à une figurine alliée. Mais vous pourriez bien transférer vos dégâts sur Feiwa s'il est pas en train de mourir. Vous pouvez transférer également ça sur une figurine où il lui reste 2 PV. Vous transférez un des 10 dégâts vers l'allié de votre choix. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, KO, qui va quand même être un gros tapeur, peut se dire, ah bah tiens, je vais transférer ça sur Ozeki par exemple, ou sur une lancière qui reste 2 PV, mais je transfère 10 dégâts, donc je me soigne 10 PV. Donc il y a plein de petites choses qui sont bien. Vous avez des sorts comme l'art du combat, si vous voulez renforcer une figurine alliée. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a je regarde là. Vous avez rage destructrice qui fait plus de dégâts. Fébrilité également, qui peut être intéressant puisque vous ciblez l'adversaire et du coup il retranche 2 à sa défense. Alors ça c'est assez fort puisque du coup KO tape quand même. Il a 5 de force, donc c'est pas énorme. Mais ça peut du coup être quand même tout à fait suffisant, soit en utilisant un bonus, soit en utilisant ce sort-là. Fébrilité, c'est un sort qui coûte 10 pièces d'or, difficulté 15, ça coûte 2 PA à 5 brasses. On peut le faire 2 fois par tour. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, il y a quelques petits sorts que vous pourriez utiliser et qui seraient, à mon avis, intéressants de regarder. Pour que vous puissiez vraiment le rendre utile. Je pense qu'il ne faut pas essayer de surcharger KO avec de nombreux sorts, parce que ça servira à rien, il est déjà très cher avec la monture. Mais du coup, juste un sort ou deux, en ciblant précisément ce que vous voulez faire avec, et compenser, et rajouter des sortilèges à côté, si vous avez un autre magicien, pour que vous puissiez justement lancer des effets intéressants. KO est très bien à mon avis avec Tieyang, puisqu'il va donner des bonus, enfin Tieyang peut donner un bonus au niveau de l'arme de KO pour qu'elle fasse saignement pendant un des 5 rounds, je crois, c'est un des 5. Mais Tieyang peut également réparer l'armure de KO. Les armures ça part très vite, et quand on connaît la puissance de l'armure de KO, moi je pense que les adversaires, même si ils se disent bon ben on va faire des jets, ils vont quand même tirer sur KO, et s'ils ont perdu sa armure c'est embêtant. S'il y a des sortilèges qui lui font sauter son armure c'est embêtant, et du coup Tieyang est intéressant puisqu'il réparera l'armure de KO.
la question que je me pose, c'est au niveau des règles, rien ne l'interdit de réparer l'armure de Fei Hua. Seulement, c'est dû à sa peau. Alors du coup, je sais pas si Taeyang pourrait réparer l'armure de Fei Hua, mais si c'est le cas, ben c'est aussi bénéf pour la monture. Donc voilà, on peut vraiment faire des choses intéressantes avec Cao Cao. C'est une sortie qui est récente, donc c'est une sortie qu'on n'a pas encore vue sur les tables de jeu. Ou pas beaucoup du moins. Je pense qu'on peut faire vraiment des choses très très cool avec ces pandas. Avec Cao Cao en monture, avec les autres pandas, tout en gardant en tête que vous avez des figurines qui sont imposantes, qui ont une réputation d'être quand même costauds, sans pour autant l'être autant que une figurine qui posséderait une armure, ou sans qu'on la compare à un Kintor. Je veux dire, Valdez est beaucoup plus costaud que, ou Kyros est beaucoup plus costaud que n'importe quel panda. Mais c'est parce que les pandas ont d'autres avantages derrière, au niveau de la magie entre autres. Et du coup, ça peut valoir la peine de bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire avec vos pandas. Pas le prendre juste parce que c'est des pandas ou parce que c'est cool ou je sais pas quoi. Enfin, si, vous pouvez le faire aussi. Ça, il n'y a pas d'interdiction, hein, s'entend. Mais réfléchissez bien à quelle utilité vous allez donner à vos pandas. Les pandas n'ont pas tous la même utilité. On a parlé d'un Senglu DQ qui est quand même plus axé baston, un Nipponiwo qui, selon moi, est quand même beaucoup plus axé sortilège. Vous avez après Yip Kai qui clairement est axé sort, Cao Cao qui est axé combat, tout en ayant des avantages clairement significatifs si vous lui mettez les bons sortilèges. Donc voilà, c'est comme pour le Tactica Magie, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avec vos magiciens. Les pandas sont des magiciens, ils coûtent déjà un bras, ce serait dommage de les gâcher en vous disant « Ah bah tiens, je vais en faire tout », parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et l'adversaire peut se focaliser sur un de vos pandas pendant un tour, et malheureusement, il y a de fortes chances pour qu'il arrive quand même à vous le dézinguer. Et du coup, si vous avez décidé que c'était votre pilier au niveau du jeu, ça va être un peu difficile. Donc les Mahoks, c'est de la synergie, mais ça veut aussi dire que les bourrins ont besoin des plus petits ou des autres figurines à côté pour faire leur travail comme il faut. Et du coup, c'est important de bien réfléchir. Je pense que les listes Mahoks sont des listes ou en tout cas, personnellement, je prends énormément de temps à réfléchir à qui va utiliser quoi et à quoi ils vont servir, beaucoup plus que dans une liste Orenok ou dans une liste Kintor ou dans une liste Thulienne même. C'est vraiment des listes où je me creuse parfois la cervelle et du coup, je les joue même pas parce que j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convient. Donc c'est un petit peu embêtant, mais ça c'est aussi mon problème à moi. Alors du coup, je vous invite à proposer des listes pour le Tactica 3. Proposez des listes que vous aimez bien, proposez des listes où vous voyez une synergie qui est intéressante, vous voyez des combos et des compléments qui sont intéressants à jouer et à faire. J'attends vos listes avec grande impatience et je suis sûr que mon intervenant et moi-même auront beaucoup de plaisir à les discuter et à envisager des stratégies. N'hésitez pas à laisser les commentaires si vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez que je suis passé par-dessus quelque chose d'important pour telle ou telle figurine. Que ça soit sur le Facebook de Briscard, sur le forum de TGCM, sous la vidéo, laissez des commentaires, laissez vos listes Mahawk pour qu'on les discute dans le Tactica 3. Vos critiques, vos remarques, je m'attends à plein de choses, donc n'hésitez pas. On est ouvert, on partage, c'est le but. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.